Ouais, on va y arriver. Tu m'entends bien là? Ouais, je t'entends bien. Bon, impeccable, moi aussi. Bon, ben, Ok. allez, alors sautons à l'eau. Donc, salut Maxime. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. J'ai 34 ans, je suis ingénieur de formation, j'ai deux enfants. Et donc, depuis une quinzaine d'années, face à toutes les problématiques liées au développement durable, j'ai commencé par un tour du monde sur le thème de l'eau pendant 2 ans, qui nous a amené à travers 40 pays à comprendre un petit peu les problématiques locales. On a écrit un bouquin à l'issue de cette aventure. Puis j'ai rencontré Louis-Albert Debreuil, donc le prince jardinier, connu parce qu'il a créé le conservatoire national de la tomate avec 650 variétés de tomates en Touraine. Il est également propriétaire de la maison d'Érol, et d'Érol c'est la maison la maison de sciences naturelles qui faisait des planches pédagogiques illustrées. Et donc quand je l'ai rencontré en 2007, il voulait remettre au goût du jour ce type de pédagogie par l'image, mais sur des questions de développement durable. Donc du coup j'ai piloté ce projet pendant 7 ans. Et donc, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de directeurs développement durable parce que chaque planche avait une thématique précise et avait un partenaire dans le domaine. Donc, on a traité aussi bien des déchets, de l'eau, de la biodiversité, de l'économie circulaire ou que sais-je. Et donc, pendant cette période, entre 2007 et 2013, j'ai eu le temps de mener pas mal d'autres projets. Et donc, le premier d'entre eux, ça a été de créer l'association Biomimicry, donc sur le biomimétisme. Donc le biomimétisme, j'imagine que vous connaissez. Et Oui, donc oui. on allait voir des entreprises pour les aider à réinventer un petit peu leur métier, à leur proposer des nouveaux business models. Donc c'était intéressant. Et ça m'a permis de découvrir la permaculture. D'accord. La permaculture. Alors je finis comme ça, la boucle est bouclée, mais pendant ce temps-là, donc pendant que je créais Biomimicry, j'avais un projet depuis le départ qui était de créer une plateforme de financement participatif pour aider les entrepreneurs dans les pays du Sud. Parce que pendant mon tour du monde, j'avais réalisé à quel point les ONG faisaient du beau travail, c'était très bien, mais n'adossant leur projet sur aucun modèle économique, dès qu'elles n'avaient plus de subventions, elles se retiraient du pays et laissaient les projets péricliter. Et du Exactement. coup, il était d'après moi important d'aider les entrepreneurs qui avaient des vrais modèles économiques pour l'accès aux besoins essentiels des populations. Il fallait leur donner accès au crédit. Et donc du coup, on a monté Bluebiz. Bluebiz s'est spécialisé sur la partie agricole. Et donc ça boucle avec l'activité que j'ai actuellement. Parce que de la permaculture, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Et donc permaculture, ça m'a permis d'aller à la ferme Bec-et-Loing, de rencontrer le directeur de recherche qui mène une étude qui suivi au Bec-et-Loing, et lui de m'inviter à faire une autre expérience pour compléter leur recherche. Et donc du coup on a décidé de monter l'association Ferme d'Avenir pour évaluer le modèle économique d'une ferme en phase d'installation. Donc on a commencé à installer notre ferme en 2013 sur 1,5 hectare, et on donne tous nos chiffres à l'INRA, à AgroParisTech, pour qu'ils évaluent un petit peu donc le modèle économique, le modèle productif, et puis avec un comité scientifique, nous on regarde tous les impacts environnementaux, les services écosystémiques rendus par ce type d'agriculture. Voilà. Ok, super intéressant, super parcours et donc félicitations, c'est vraiment inspirant. Alors, chez Etika Mondo, on a une petite approche des projets, on a notre petite méthode et on aime bien poser la question, euh, au jour d'aujourd'hui, quel est le modèle donc agricole actuel dans les grandes lignes évidemment, hein, sans en faire une thèse, et surtout, pourquoi passer à autre chose? En quoi ce projet est innovant par rapport à l'existant? Alors le modèle agricole actuel est l'héritage d'une politique qui a été mise en place à la fin de la guerre, qui avait pas mal de contraintes. Les cahiers des charges étaient compliqués, il fallait nourrir beaucoup de monde avec peu de gens, avec comme hypothèse également des ressources fossiles bon marché. Et donc du coup le modèle actuel, c'est le résultat de 50 années de démembrement. Donc ça veut dire qu'en gros on a agrandi les champs pour pouvoir laisser passer des tracteurs, des machines qui pouvaient épandre soit des fertilisants, soit des insecticides, soit des herbicides, et donc pour permettre de contrôler tout à fait la production agricole. Et donc ça c'est en faisant totalement abstraction des lois du vivant et en disant que l'homme pouvait, comme dans un laboratoire, produire beaucoup de nourriture.
Nous, alors ce modèle est à bout de souffle, c'est clair, il n'y a plus de vie dans les sols, c'est un cercle vicieux dans lequel il faut toujours rajouter plus d'intrants, plus d'insecticides, et les ravageurs sont de plus en plus résistants, donc c'est vraiment un cercle vicieux qui demande de plus en plus d'énergie, puisque les intrants ou les engrais c'est directement de l'énergie, du pétrole, enfin des dérivés du pétrole ou de la chimie. Et donc, ce modèle arrive à une asymptote, on ne peut plus produire plus. Et à chaque fois, il faut mettre pourtant de plus en plus de produits. Donc les marges, enfin les résultats, les bénéfices de cette agriculture sont de plus en plus faibles, d'où l'importance des subventions. Aujourd'hui, notre agriculture est totalement subventionnée. Tout à fait. Nous, on pense que, comme dans la nature, comme dans une forêt ou dans une prairie plutôt, la nature peut faire énormément de bien à la vie et peut permettre de produire beaucoup plus. Une forêt produit 600 fois plus de biomasse qu'un champ de blé. Et ce, sans énergie fossile, puisqu'elle ne fonctionne qu'à l'énergie du soleil, sans déchets, et sans intrants non plus. Donc, en s'inspirant de la nature, on pense qu'il y a qu'il y a des possibilités immenses pour augmenter la productivité, et ça s'appelle la permaculture. On essaie de recréer des écosystèmes équilibrés. Et donc pourquoi une ferme comme la nôtre ne ressemble pas à une autre ferme, aux fermes conventionnelles? Déjà, nous, on ne laisse jamais le sol à nu, on donne toujours à manger au ver de terre, par exemple, alors que vous voyez très bien quand vous traversez la Beauce en certaines saisons, tous les champs sont à nu. Ça a plusieurs impacts. Le premier, c'est évidemment que les vers de terre n'ont plus rien à manger, donc ils meurent ou ils s'en vont. Le deuxième impact, c'est que quand il pleut, il n'y a absolument aucune retenue de la terre. Donc il y a une érosion phénoménale et vous voyez bien les rivières ou les fleuves en mars-avril, enfin entre février et avril, vous voyez bien comme ils sont gorgés de terre, on voit leur couleur et on perd toute la terre arable. Donc nous, on couvre tout le temps le sol pour éviter ça et pour maintenir la vie, la présence de la vie. Deuxième caractéristique, c'est qu'on fait énormément, on cultive la diversité, la biodiversité. On a énormément de plantes sur nos parcelles. On a des plantes qui sont compagnes, donc ça veut dire que ce sont des plantes qui sont des refuges pour les auxiliaires de culture. Un auxiliaire de culture, c'est comme une coccinelle qui va lutter contre les pucerons. Donc un auxiliaire, c'est quelque chose qui nous aide à lutter contre les ravageurs. Et pour favoriser leur présence, eh bien, on cultive la biodiversité. D'autres techniques, et ensuite nous on travaille essentiellement à la main, donc très peu mécanisé. Donc on a des charges très faibles, puisqu'on n'a pas à payer le pétrole. Et voilà, après on a des charges, ça c'est toute la question et c'est tout le travail qu'on est en train de faire, c'est essayer de montrer l'importance d'inverser la fiscalité énergie et travail pour pouvoir rendre ce modèle carrément compétitif. Quels sont les premiers résultats? Déjà, quand est-ce que ça a commencé l'expérience et est-ce qu'aujourd'hui vous avez pu dégager des premiers résultats et quels sont-ils donc en termes à la fois de biodiversité, bien que là tu nous as déjà donné quelques éléments, mais aussi en termes économiques? Alors, l'expérience, on a commencé à l'écrire en 2012. On a monté le projet toute l'année 2013 et on a commencé en 2014. D'accord, c'est très récent. On a commencé nos premiers coups de fourche en 2014, il y a tout juste un an. Du coup, on n'a pas beaucoup de résultats. D'accord. Pour l'instant, on a tenu nos objectifs. Nos objectifs, notre pari, c'est le suivant, c'est de dire une ferme de 1,4 hectare, ça coûte, bâtiment compris, 150 000 euros maximum, entre 80 et 120 000 euros. La fourchette qu'on a, c'est plutôt 80 à 120 000 euros, bâtiment compris. Donc si vous avez une parcelle sur laquelle il y a déjà un bâtiment, une parcelle d'1 à 2 hectares qui a déjà un bâtiment, la ferme peut coûter en gros entre 40 et 70 000 euros. D'accord. Ça, c'est la première donnée. Ensuite, on dit que l'équilibre économique, parce qu'une ferme d'1,5 hectare, elle peut créer 3 emplois pérennes, et non délocalisables d'ailleurs. Et pour créer 3 emplois, l'équilibre, il s'atteint à la 4e année, d'après nous. On dit que le chiffre d'affaires, c'est 10 000 euros en première année, 40 en deuxième, 70 en troisième et 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année 4. Et ça, c'est l'équilibre. Parce que sur 100 000 euros, on compte 20 000 euros de frais de structure, frais de fonctionnement, et 80 000 euros de salaire. 80 000 euros de salaire, un SMIC chargé, ça coûte 26 000 euros, donc on est bon, on est dedans. Et ça, c'est dans le contexte actuel. Ça veut dire que dès qu'on aura, nous, réussi, et ça c'est toute la partie lobby qu'on fait, dès qu'on aura réussi à montrer l'intérêt
les services écosystémiques rendus par ces fermes, peut-être qu'on aura une rémunération des services écosystémiques, parce que l'agriculteur n'est pas là pour produire que de la nourriture, il entretient aussi la santé des gens, la biodiversité, il préserve la qualité de l'eau, et tous ces services aujourd'hui ne sont pas rémunérés, et on va essayer de faire en sorte qu'ils le soient. D'accord. Voilà, donc, en gros, nous on n'a pas de résultat pour l'instant, c'est juste qu'on a tenu notre objectif de 10 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, on va tenir celui de 40 000 cette année, j'en suis sûr, enfin en tout cas on va tout faire pour et on est assez confiant. Et voilà, donc on n'a pas de résultat. Moi, le seul constat que je fais aujourd'hui, c'est qu'une ferme qui, à terme, emploie 3 personnes, ne peut pas être mise en place avec seulement 3 paires de bras. Il faut nécessairement des bras amis, et c'est ce qu'on est en train de travailler avec le service civique notamment ou avec d'autres. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on fait des aménagements fiscaux pour pouvoir envoyer des personnes soit en formation, soit en service civique, soit des personnes au chômage sur la création de ce type de ferme, parce que pendant les 2 premières années, il faut plus de bras. Voilà, ouais, faut amorcer la pompe. Et deux précisions, sur quel type d'emploi on est, parce que dans l'agriculture, il est connu que généralement un emploi c'est 70 heures par semaine. Là, sur quel volume approximativement horaire vous vous basez? Alors nous, on est sur des contrats à 39 heures. On est sur des contrats à 39 heures et on veut pas sortir de ce cadre-là parce que c'est le cadre légal et on veut montrer que l'agriculture c'est des métiers vivables. Moi j'ai mes week-ends, on garde nos week-ends, on garde les 5 semaines de vacances bien réparties. Quand je dis 39 heures par semaine, c'est 39 heures annualisées. Ça veut dire qu'entre novembre et février, il y a moins de travail et donc du coup on est plutôt sur du 24 heures et on va monter jusqu'à 45-46 pendant la période estivale et la période de rush. Tu inclus aussi la vente? La vente, oui, bien sûr. D'accord, donc c'est et production et distribution. Ouais. Ok. Au niveau des sources d'inspiration, je pose la question beaucoup plus sur la partie technique. Est-ce que tu as eu des inspirations particulières qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a des travaux scientifiques sur lesquels vous vous axez particulièrement? Bien sûr. Alors déjà, le projet qui a initié et qui a inspiré le nôtre, c'est évidemment la ferme du Bec et Loing, en Normandie. D'accord. C'est l'objet de cette étude de l'INRA. Ferme que je vous invite à aller visiter parce que ça montre un horizon tout à fait intéressant pour le futur et pour le mode de production du futur. C'est luxuriant, c'est beau, on dirait le jardin d'Éden et tout se mange. Donc oui, on s'est inspiré de ça. Et on s'est beaucoup inspiré aussi d'un Québécois qui ne se réclame pas de la permaculture, mais qui a mis en place un système super performant. C'est 144 000 $ de chiffre d'affaires sur 1 hectare, avec des marges, en tout cas avec un bénéfice de 90 000 $ quasiment. Et donc c'est Jean-Martin Fortier, il ne se réclame pas de la permaculture, mais plutôt de l'agriculture bio-intensive. Il est tout à fait décomplexé par rapport à l'utilisation du plastique, par exemple. Et il a écrit un livre qui est une Bible qui s'appelle Le jardinier maraîcher, et duquel on s'est largement inspiré, puisque ces méthodes sont quand même très éprouvées, et après 13 ans d'expérience, il a réussi à synthétiser tout ça et à prodiguer les meilleurs conseils. Donc oui, on s'est beaucoup inspiré de Jean-Martin Fortier. Et au niveau des compétences, justement, vous lisez, vous expérimentez, ou est-ce que vous êtes accompagné, par exemple, par des membres de la ferme du Bec-Belloing ou autre? Alors, on n'est pas accompagné par des membres de la ferme du Bec et Loing, mais moi, direct, dès le départ, en fait, dès que j'ai conçu ce projet, j'ai cherché à être accompagné par des experts en permaculture. D'accord. Donc j'ai trouvé 2 experts qui étaient à l'époque qui dirigeaient l'association Brin de Paille, l'antenne Île-de-France de l'association Brin de Paille. Brin de Paille, c'est un réseau national sur la permaculture, et le nom d'ailleurs fait référence à un des ouvrages fondateurs de la permaculture qui s'appelle La révolution d'un seul brin de paille. Fukuoka. Ouais, tout à fait. Bouquin. Et donc j'ai réussi à pister ce couple absolument génial, donc Claire Usan et Gildas Véret, qui depuis le départ ce sont eux qui font la conception de la ferme, c'est eux qui réalisent la boîte à outils, et effectivement c'est avec eux qu'on fait chaque semaine des réunions et des points pour voir dans quelle mesure on respecte l'éthique de la permaculture et le design qui a été fixé à la base. D'accord. Alors une question très pratique pour les personnes qui souhaitent se lancer dans ce type de projet. Au niveau des fonds, il a bien fallu des fonds de départ, et quelle a été la démarche pour mobiliser ces fonds?
Alors nous c'est un petit peu particulier puisque comme on fait un travail de recherche, il y a beaucoup de choses qui n'entrent pas dans un projet classique. Enfin, on a besoin de plus de budget qu'un projet classique puisqu'on fait cet accompagnement très poussé avec Claire et Gildas. On fait cette boîte à outils, on a un web documentaire, on a la thèse, on a un comité scientifique. Moi-même, je gère l'association et donc je suis à seulement une partie de mon temps sur le projet et le reste du temps, je développe les projets de l'association et aussi Bluebees. Et donc du coup, et puis aussi surtout, on a provisionné, c'est ça le plus gros poste de dépense, on a provisionné les salaires des 3 maraîchers sur les 3 premières années. D'accord. En montant un projet classique, on n'est pas forcément